Salut Internet. Vous vous souvenez de cette vidéo récente? On y parlait d'empire, de comptoir, de bouts de terre colonisés pendant des siècles. Et bien là, c'est complètement l'inverse. Je vais vous parler des bons gros fails que les empires coloniaux auraient préféré oublier. Mais on est là pour leur rappeler. Et petite précision avant de partir à l'aventure, cette vidéo est en partenariat avec Oli. Eux, contrairement aux colons dont je vais vous parler, ils ont bien réussi à s'implanter. Mais je vous en parle un peu plus tard. Allez, c'est parti. J'ai décidé de commencer avec une histoire pas super connue et pourtant assez dramatique. Déjà, première dinguerie les gars, l'Écosse a eu des colonies. Enfin, elle a tenté d'en avoir en tout cas. À la fin du XVIIe siècle, l'Écosse ne va pas bien économiquement. Et pour ne rien arranger, l'Angleterre la tient à l'écart de son commerce colonial. Concrètement, elle empêche les Écossais de participer au commerce anglais. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, ces deux États ne sont pas encore unis. Bon, l'Écosse a le somme, mais ça lui permet de prendre plusieurs mesures, notamment celle de créer la Compagnie écossaise des Indes et d'Afrique. Comme ça, c'est simple, elle peut créer des comptoirs, des colonies et même signer des traités directement avec les peuples autochtones. Ça court-circuite complètement les Anglais. C'est plutôt smart. Petite futée. Dans les faits, vous connaissez le projet d'Arien? Le plan est d'installer une colonie ici, dans cette région de l'isthme de Panama, pour pouvoir, via les rivières internes, passer de l'autre côté, être dans le Pacifique et créer ainsi une route commerciale vers l'extrême-orient, évitant le passage du Cap Horn. Il n'y a plus besoin de faire tout le tour de l'Amérique du Sud. C'est quand même hyper intelligent. Il y a deux expéditions qui sont montées. Une première qui est arrivée en novembre 1698 et une seconde qui a rejoint l'endroit un an plus tard. Et là, on regrette que le téléphone n'existe pas encore à cette époque, parce que la deuxième expédition est partie avant d'avoir des nouvelles de la première, dont les 300 survivants sur 1200 au total étaient déjà sur le retour quand elle est partie d'Écosse. La faute aux maladies, aux pénuries de vivres, à la chaleur, les mecs se sont installés dans la jungle sans être vraiment préparés. Et quand la deuxième vague est arrivée dans une colonie complètement vide, ça leur a pas mis la puce à l'oreille, ils sont restés, et ça s'est repassé aussi mal. Et en plus, ils se sont mangés des attaques des voisins espagnols en supplément. Moins de 3 ans plus tard, la compagnie écossaise c'est finito avec pas moins de 2000 morts. Ce fiasco a tellement ruiné le pays que beaucoup considèrent qu'il a facilité l'union avec l'Angleterre en 1707. On commence donc cette vidéo avec une colonie ratée au Panama qui a indirectement changé la carte du Royaume-Uni. On va le voir tout au long de la vidéo, au cours de l'histoire, il y a eu pas mal de colonies ratées. Mais je peux vous promettre que votre fin d'année ne va pas l'être grâce à Oli. Et oui, c'est Noël avant l'heure chez Doc7. Oli, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de boisson qui change des sodas classiques. Il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi je vous parle de Noël? Parce que quoi de mieux pour les découvrir que leur calendrier de l'Avent. Chaque jour, tu ouvres une case et tu découvres une nouvelle saveur des gammes phares de Oli. Il y a évidemment quelques surprises dans l'eau, je vais pas tout spoiler non plus. Et surtout, vous avez le choix. Petit ou grand, avec ou sans énergie, ou carrément un pack petit plus grand, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. En fait, Oli, si vous cherchez des alternatives plus saines aux boissons trop sucrées, ou si vous cherchez un coup de boost sans crash d'énergie, c'est la solution parfaite. Perso, en ce moment, entre la vie de famille, les 2 chaînes YouTube, les nouveaux projets, vous avez pas idée à quel point les journées sont longues. Donc en ce moment, je carbure pas mal au Blueberry Bear de la gamme énergie justement. Un peu de glaçon pour que ça soit frais, le petit sachet Oli, on secoue et c'est parti. Bien sûr, vous pouvez aussi vous tourner vers les gammes Hydration ou Iced Tea. De toute façon, vous trouverez toutes les saveurs directement sur le site d'Oli parce que chacun a sa préférence. Par exemple, le monteur de cette vidéo que vous regardez adore la saveur Pink Grapefruit. C'est peut-être un goût qu'on retrouve dans le calendrier de l'Avent, qui sait. En tout cas, si vous commandez avant le 12 octobre, vous pouvez profiter d'une offre spéciale. Je vous conseille de pas traîner, ça part vite. Et puis évidemment, on n'oublie pas les codes Doc75 qui vous donnent 5 € de réduction sur votre première commande dès 14,99 € d'achat et le code Doc7 qui vous donne moins 10% sur toutes vos commandes si vous êtes déjà client. Et pour ça, c'est très simple, soit vous avez le QR code là que vous avez juste à scanner ou alors vous passez directement par le lien en description. C'est pas la première fois que Oli nous accompagne sur une vidéo, donc comme d'habitude, un grand merci à eux. On part maintenant au Brésil, et cette fois, c'est la France qui va briller par son échec. Parce que ce n'est pas d'une, mais de 2 tentatives dont je vais vous parler. La première a eu lieu au milieu du XVIe siècle. En 1555, Nicolas Durand de Villegagnon, un militaire, un explorateur, un chevalier de l'ordre de Malte, a fondé la France antarctique
sur une île dans la baie de Guanabara qui borde l'actuel Rio de Janeiro. Île qui porte son nom d'ailleurs et qui de nos jours abrite l'école navale de la marine brésilienne. Tout a été compliqué pour cette colonie, mais au début ça peut aller. Villegagnon s'installe, il fait bâtir le fort Coligny, mais très vite, il y a des disputes religieuses entre catholiques et protestants, c'est pas la bonne ambiance qu'ils espéraient, et en plus, qui est-ce qui attend une petite ouverture en coulisses? Eh ben les Portugais évidemment. Ils foutent quoi les Français là-haut? Allez, ça dégage. Le fort est détruit 5 ans à peine après sa construction, et les Portugais expulsent définitivement les Français quelques années plus tard. La colonie a tenu 12 ans. Et d'ailleurs, si vous vous êtes posé la même question que moi, pourquoi la France Antarctique? Bien sûr, rien à voir avec l'Antarctique qu'on connaît aujourd'hui, on est au XVIe siècle, et en fait l'explication est toute simple, Antarctique veut littéralement dire opposé à l'Arctique. Et ça correspond donc aux régions du sud de l'équateur. Donc France Antarctique égale France du sud de l'équateur. Maintenant, en ce qui concerne la seconde tentative de colonie française au Brésil, elle a eu lieu 50 ans plus tard, dans la région de Maranhão, à environ 2250 km de Rio à vol d'oiseau, ou à 632 heures de marche non-stop, selon Google Maps, comme vous voulez. En 1612 donc, Daniel de La Touche et François de Razilly mènent une flotte française qui débarque avec 500 colons pour fonder une colonie juste ici. Elle est baptisée la France équinoxiale. La capitale se nomme Saint-Louis, et d'ailleurs la ville sur place existe encore sous le nom de São Luís. Et deuxième d'ailleurs, au palais de la Ravardière, au cœur de la ville, on peut voir le buste de La Touche. Comme 50 ans plus tôt, au début, tout a l'air de bien se passer. Les Français s'affairent à faire des trucs de colons. Mais dans l'ombre, une menace se prépare. Les Portugais, encore eux! Non mais c'est fou, ils sont partout! Allô, les Français, on vous a prévenu déjà il y a quelques années, non? Allez, ça dégage! En 1615, ils attaquent la colonie et mettent fin à l'expérience française. La France est de nouveau éjectée, mais le nom de Saint-Louis est resté. Et attendez, les Français sont pas les seuls à s'être fait chicoter par les Portugais dans cette région du monde. Il y a eu par exemple aussi les Néerlandais, avec ce qu'on a appelé la Nouvelle-Hollande. Je vous arrête tout de suite. Je sais les gars, je sais. Techniquement la Hollande c'est juste une partie des Pays-Bas, mais en français c'est comme ça, et surtout à l'époque d'ailleurs. On disait bien Hollande pour désigner tout le pays. C'est ce qu'on appelle une synecdoque. Bref, en 1630, la compagnie néerlandaise des Indes occidentales prend Recife et Olinda et en fait le cœur de sa colonie. Quelques années plus tard, Recife sera même rebaptisé Mauristadt. Et là, pendant environ 20 ans, ça fonctionne à peu près bien. Urbanisme, commerce du sucre, artistes venus d'Europe. Sauf que gérer un empire à distance, au milieu d'une population majoritairement lusophone et largement fidèle au Portugal, ça finit par craquer. Les soulèvements locaux se multiplient et ça débouche sur une guerre ouverte. Les points culminants de tout ça, ce sont les batailles des Guararapes en 1648 et 1649. Les deux fois, les Portugais écrasent les Néerlandais, pourtant en surnombre. Et quelques années plus tard, en 1654, ils reprennent définitivement Recife et les Hollandais doivent plier bagages pour de bon. Le traité de La Haye, signé en 1661, confirme définitivement la perte. Voilà, la Nouvelle-Hollande aura brillé 20 ans, mais a fini par disparaître des cartes, avalée par l'ogre brésilien. On remonte dans le nord du continent Amérique au global, direction le Delaware, où en 1638, on pouvait tomber sur, surprise, des Suédois. La colonie s'appelait la Nouvelle-Suède et elle a été fondée par Pierre Minuit, un tailleur de menhir pas matinal, un ancien gouverneur néerlandais de la Nouvelle-Amsterdam, qui est l'actuel New York. Désolé. Le gars a changé de camp et a mis son expérience au service de la Suède. Bon, il en a pas profité très longtemps parce qu'il est décédé la même année que la création de la Nouvelle-Suède, mais c'est bien lui qui a lancé le projet. Ils ont installé leur capitale à Fort Christina, ont construit des forts justement, ont commercé avec les peuples autochtones et surtout, ils ont popularisé une technique qui est devenue un symbole aux États-Unis, la maison en rondin. C'est les Suédois qui ont amené ça là-bas. D'ailleurs, je parle beaucoup de Suédois, mais il y avait aussi pas mal de Finlandais qui faisaient partie du royaume
royaume à l'époque. Bon, on pourrait croire que tout va bien, que c'était une super idée de s'installer là. Disons que leurs voisins hollandais installés à côté dans la Nouvelle-Néerlande, ils sont pas très contents de les voir débarquer. La Suède menace leur commerce et ça les saoule. Les tensions montent pendant des années et en 1655, c'est la goutte d'eau. Le gouverneur hollandais dit « J'en ai marre !» Avec cet accent, attention. Il lance une expédition militaire, assiège Fort Christina, fin de la Nouvelle-Suède. Enfin, une fin politique surtout. Les colons suédois se sont pas tous fait massacrer, beaucoup sont restés dans la vallée du Delaware, même sous domination néerlandaise, puis anglaise ensuite d'ailleurs. Ils ont conservé une petite influence culturelle qu'on retrouve notamment à travers les maisons en rondin. Tiens, regarde, c'est la plus vieille maison en rondin et surtout un des plus vieux bâtiments des États-Unis, construit autour de 1638. Et puis restons aux États-Unis parce que je veux parler des tout premiers pas de la France sur le sol américain. Vous allez voir, c'est très court mais assez intéressant. En 1564, des Huguenots sont venus ici, près de l'actuelle Jacksonville en Floride, et ont fondé Fort Caroline. L'idée était assez simple, les gars voulaient créer une colonie protestante, loin des persécutions européennes. Sauf qu'un an plus tard, on est déjà sur une fin de rêve. Les Espagnols ont débarqué et ont massacré les colons. Fin de la colonie. Ah, je vous avais prévenu, c'était très court. Aujourd'hui, l'ancien site est devenu un parc et on y trouve un mémorial. On peut y voir aussi une reconstitution du fort, une exposition sur la vie des colons et même des sentiers de randonnée qui longent la rivière St. John's. C'est un endroit qui commémore l'un des tout premiers pas et d'une certaine manière, l'un des tout premiers échecs de la France sur le sol américain. Et maintenant, il est temps de parler de l'ordre de Malte. Et je suis d'accord, moi aussi ça me fait penser à ça, aux chevaliers qui tiennent tête aux Ottomans. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont aussi eu des possessions dans les Caraïbes. Vous étiez pas prêts, je pense, à cette phrase. Bon, avant d'entrer dans les détails, je dois vous donner un tout petit peu de contexte. Avant l'ordre de Malte, il y avait l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il a été fondé à la fin du XIe siècle pour soigner des pèlerins malades. Mais très vite, l'ordre se militarise et puis ça chauffe en Terre Sainte, donc il fuit à Chypre, puis à Rhodes, où il devient un vrai État. Ils sont expulsés par les Ottomans en 1522, ils errent quelques années avant que Charles Quint leur propose Malte en cadeau. Ils s'y installent en 1530, et voilà le nom de l'ordre de Malte. À partir de là, ils deviennent des pros de la guerre navale contre les Ottomans. Et qui dit naval, dit bateau, dit exploration. Et finalement, au XVIIe siècle, on les retrouve là où on les attend pas du tout, dans les Caraïbes. On arrive donc en 1651, l'ordre rachète aux Français l'île de Saint-Christophe. Ils obtiennent aussi Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Sainte-Croix. Et leur but est simple, comme tout le monde dans le coin, cultiver du sucre et gérer des plantations. Et justement, aucune originalité non plus dans la manière dont ça se passe pour eux, entre les difficultés logistiques, le manque de colons, les conflits sur place, les attaques anglaises. Bon bah l'expérience tourne court. À peine 14 ans après le début, toutes les îles sont récupérées par la France. Alors là, je dois être honnête, j'aime cette histoire parce qu'on a l'impression que ça sort de nulle part, qu'on a tout inventé. Bon, pour le contexte, on doit se placer juste ici, au nord de la Baltique, au-dessus de la Lettonie. On remonte un petit peu le temps là, au XVIIe siècle, et voilà à quoi ça ressemblait. Ce territoire, c'est le petit duché de la Courlande. Et c'est lui qui nous intéresse. Alors, il est petit, hein, certes, mais il a eu des rêves de grandeur. Ça commence dès les années 1630, jusque dans les années 1650, où il va y avoir plusieurs tentatives qui ont toutes échoué. Et puis, vient le règne du duc Jacob Kettler, qui réessaye de lancer la Courlande dans le game de la colonisation. Et il va réussir, le bougre! En 1654, il y a des Courlandais qui débarquent sur l'île de Tobago, aux Caraïbes, où ils construisent le fort Jacobus. Ils y envoient des colons et développe notamment des plantations de sucre et de tabac. Et c'est pas tout, hein. En même temps, il s'implante aussi en Afrique, à l'embouchure du fleuve Gambie, sur l'île Kunta Kinte, avec le fort Jacob. En tout cas, voilà, un petit duché de la Baltique qui veut jouer dans la cour des grands. Je vais pas vous mentir, ça s'est pas bien fini. Entre les guerres contre la Suède, entre les attaques anglaises et hollandaises, et puis surtout l'incapacité à envoyer des renforts, bah ces deux colonies courlandaises sont tombées en quelques années seulement. C'est allé très très vite. Et voilà ce qui conclut notre vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a intéressé. Encore une fois, je remercie Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez 2 codes différents. Allez voir en description, vous allez tout comprendre. Et surtout, n'oubliez pas le calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Messieurs, dames, passez une bonne fin de dimanche. Salut Internet.